nous avons aujourd'hui avec nous le délégué général de l'association Vacances Ouvertes qui nous fait l'honneur d'introduire ce webinaire. Donc, Marc Pili, je vous laisse la parole. Bien, bonjour à toutes et tous. Nous sommes 40. C'est vraiment très très bien pour lancer cet appel à projet. Et je vais reprendre un tout petit peu d'où il vient cet appel à projet. Parce que c'est toujours intéressant de savoir pourquoi Vacances Ouvertes se préoccupe d'un sujet comme celui du répit. Il y a quelques années de ça, dès 2015, les retours des associations nous faisaient part que les familles avaient justement des questions sur « et si vous pouvez partir sans les enfants ?» Et pourquoi ce sujet nous a intéressés pour plusieurs raisons. D'une part, le fait de partir en vacances sans les enfants, c'est pas forcément une codification habituelle dans l'imaginaire de la cellule familiale. Et à Vacances Ouvertes, on aime bien aller là où les certitudes sont un peu à faire bouger. Cette question-là s'est posée quasiment naturellement. On s'aperçoit que lorsqu'on s'est posé cette question-là, il y en a plein d'autres qui sont arrivés et qui se sont enchaînés. Et on aime bien les questions, mais parfois on aime bien essayer de trouver une construction pour voir un peu si ces questions trouvent une réponse. Et c'est de là qu'est née la démarche expérimentale sur le répit. Comme nous avons d'énormes ambitions, nous pensons que ce sujet de répit, il doit se généraliser. Il doit s'étendre. Bien entendu, on ne peut pas l'étendre sans vous, hein. Ça, c'est une certitude. Tout seul dans notre coin, les 21 personnes de Vacances Ouvertes, même si elles sont animées de plein de motivation, de vision positive, à un moment, nous sommes réduits à ce que nous sommes. Et l'enjeu de lancer l'appel à projet de manière beaucoup plus large, c'est d'essayer d'aller plus loin dans ce qu'on a pu déjà détecter, ce qu'on a pu déjà aussi structurer en termes de méthode, et d'aller plus loin. Et quand on parle d'ambition, pour celles et ceux qui sont en lien avec les CAF, vous êtes au courant qu'il y a un truc qui arrive tous les 5 ans, qui est la fameuse coche. Et cette coche va nous amener pour les 5 prochaines années à définir un cadre d'intervention sur les questions de soutien à la parentalité. Et on aimerait bien s'inviter dans la boucle, alors c'est pas Vacances Ouvertes qui va s'inviter, vous imaginez bien, mais nous tous, comment on peut s'inviter dans cette démarche de se dire que la parentalité, ce sont des espaces communs, voire des espaces séparés. Et là, on aborde un sujet qui est extrêmement important, la perception de la parentalité dans notre société. Alors j'aime bien toujours ouvrir un peu large pour revenir un peu à notre sujet. Aujourd'hui, donc, c'est le lancement, c'est des expressions d'actions qui se sont mises, c'est aussi des éléments d'échange. Puis comme on veut garder une trace, c'est ce que disait Laure, on va essayer d'enregistrer tout ça pour que nous puissions aussi voir la progression que l'on peut avoir dans ce processus. Et là, le mot est dit, l'objectif, c'est de savoir quels en sont les impacts des actions que nous menons. Et ça fait partie aussi de la logique dans laquelle nous sommes. Donc je suis hyper content d'être avec vous. Je suis hyper content de voir autant de monde se mobiliser sur ce sujet. Merci du temps que vous nous consacrez pour interagir. Et comme je suis un grand bavard, je vais essayer de me taire pour laisser la place aux autres. Mais croyez bien qu'au niveau de Vacances Ouvertes, ce sujet-là est un sujet structurant pour nous, au regard de tout ce que j'ai pu dire tout à l'heure. Voilà, donc bienvenue. Merci à vous. Et merci pour le temps que vous allez nous consacrer. Puis merci à toutes les personnes qui sont aussi avec nous dans la salle, qui vont témoigner, qui vont nous permettre d'avoir des clés de lecture, non plus expérimentales, mais des clés de lecture très pragmatiques au regard de ce qu'elles ont vécu. Et de ce fait, vous donner des pistes, soit pour y aller, soit pour ne pas y aller. Parce que l'objectif, c'est surtout d'y aller avec beaucoup de conviction. Parce que, quelque part, il y a une forme de travail différencié qu'on peut être amené à mettre en œuvre. Et ça, c'est important aussi. Nous faisons le pas de côté. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, gloire au répit.
Je vais commencer par me présenter. Moi, je m'appelle Agustina Serrano. Je suis chargée d'études au pôle études de l'association Vacances Ouvertes. Je travaille depuis mon arrivée à l'association sur les projets de répit parental. En 2022, nous avons construit un groupe de travail avec 4 structures de différentes parties de la France qui ont voulu se lancer avec nous sur l'expérimentation. Et nous avons organisé des réunions régulières tout au long de l'année avec 3 objectifs principaux. Le premier objectif, c'était d'expérimenter justement les outils que Laure vient de vous présenter et qui sont disponibles aujourd'hui pour l'ensemble de notre réseau. On leur a présenté en exclusivité les outils en première pour qu'elles puissent expérimenter avec le public, avec les collègues, ces outils-là, pouvoir nous faire des retours, apporter des remarques, des améliorations pour pouvoir améliorer ces outils justement et pouvoir les proposer à l'ensemble de notre réseau pour cette nouvelle campagne en 2023. Le deuxième objectif, c'était tout simplement de se retrouver, de partager chacune de son côté là où elles s'en étaient par rapport à leur projet de séjour parental, pouvoir mettre en commun les difficultés ou les petites victoires qu'elles pouvaient retrouver en cours de route justement, et pouvoir par les partages et par l'intelligence collective pouvoir trouver des solutions là où il fallait voilà, une petite amélioration, une petite solution à trouver. Et le troisième objectif, c'était justement à partir de ces échanges et à partir de l'expérience de chacune de pouvoir réfléchir de manière un peu plus approfondie sur certaines thématiques qui font partie justement de la mise en place d'un séjour de répit parental et qui posent des difficultés ou qui posent des questions pour tout le monde. Donc on a travaillé tout au long de 2022 avec cette optique-là, et nous avons aujourd'hui 3 représentantes des 4 surtout qui ont fait partie de ces groupes. Je vois que Jocelyne Révollet est connectée aussi en visio. Bonjour Jocelyne. Et donc l'idée pour ce deuxième moment, c'est de pouvoir profiter en fait de leur expérience justement, et pour qu'elles partagent ce qu'elles ont vécu, comment ça s'est passé pour elles. Et bien sûr, vous savez, la possibilité de poser à tout moment vos questions. Donc n'hésitez pas. Moi, je vais poser des questions moi-même aux 3 professionnels. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main et on vous laissera intervenir pour poser directement des questions. Ou même si vous avez des remarques, des choses qui vous interpellent, n'hésitez pas à intervenir à tout moment. Donc, pour commencer, je vais vous demander, merci d'être là aujourd'hui, et je vais vous demander à toutes les 3 de vous présenter vraiment, nous raconter comment vous s'appelez, où est-ce que vous travaillez, et quelle est votre expérience avec les séjours de répit parental. Donc, je te laisse commencer, Elodie. Donc bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Elodie Regnault, je suis travailleure sociale à la Caisse d'allocation familiale du Pas-de-Calais, plus particulièrement sur l'antenne de Calais. Je suis travailleure sociale depuis 15 ans au sein de la CAF. Je travaille avec Vacances Ouvertes depuis 2017 et avec ma collègue Florence Heurtaud, qui n'est pas là en présentiel mais qui est derrière son écran. Nous avons déposé un premier appel à projet dans le cadre du répit parental en 2019 et nous en avons déposé un deuxième donc cette année en 2022. Les missions principales d'un travailleur social au niveau de la caisse d'allocation familiale. Donc nous accompagnons des familles, des personnes, des allocataires qui déclarent voilà, un changement de situation bien spécifique au niveau du service prestation, notamment une séparation ou le décès d'un conjoint, le décès d'un enfant. Voilà, c'est les deux principaux changements de situation pour lesquels nous travaillons. Il y en a d'autres, mais c'est les 2 principaux.
Le séjour, voilà, juste pour présenter en 2-3 mots, c'est déroulé du lundi au vendredi sur la période des vacances de la Toussaint, pour les 2 séjours. Ok, super, merci beaucoup Elodie. Nafissa, tu peux te présenter? Bonjour à tous et à toutes. Donc moi c'est Nafissa, donc je suis coordinatrice de projet de l'association Orfanco. Donc c'est une association de médiation socio-culturelle qui est basée à La Courneuve en Seine-Saint-Denis. Le répit parental, c'est une action qui s'intégrait en fait à un programme d'insertion professionnelle dédié aux femmes. Le projet Bouge ta vie, qui a la particularité de travailler sur l'insertion avec des outils différents et qui ne sont pas forcément tout de suite évidents à relier à l'insertion. Donc nous, on utilise le sport, le yoga l'année dernière et le pilates cette année, et le séjour de répit parental, parce qu'on est parti du constat que l'insertion professionnelle du groupe de femmes qu'on avait était bloquée par plusieurs freins, et notamment la vision qu'elles avaient de la fonction parentale. Leur représentation de la fonction parentale était un frein à leur insertion professionnelle. Du coup, ce projet de répit nous a permis de travailler sur ces différentes questions. On a réalisé un premier mini-séjour expérimental avec un groupe de 15 femmes qui sont parties en baie de Somme le temps d'un week-end. On continue de voir une grande partie de ces femmes-là, mais il y a certaines qui, entre guillemets, n'ont plus besoin de l'accompagnement dont elles ont bénéficié avec nous, parce qu'elles sont insérées professionnellement, elles ont trouvé soit une formation, soit un poste, et voilà. Merci beaucoup Nafissa. Et Céline, tu peux te présenter? Bonjour à tous, donc moi c'est Céline Amou, je suis coordinatrice d'équipe à la PI au club de prévention de Tourcoing. Et donc voilà, en termes d'expérience sur le répit parental, pour nous ça va être quand même une première expérience, en sachant que nous on accompagne les 11-25 ans, donc issus des quartiers dits prioritaires de la ville de Tourcoing. Et donc nous on a l'habitude de partir en séjour avec les jeunes, d'organiser des séjours de rupture, des séjours d'animation spécialisée, où on travaille plus sur les problématiques en lien direct avec le jeune. Et donc là pour nous ce sera une grande première de partir qu'avec des parents. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a répondu qu'on va répondre à cet appel à projet, qu'on a commencé à mettre en place une dynamique avec un groupe de parents. Donc en fait c'est vrai qu'on avait fait aussi des séjours parents-enfants, et après on a vu aussi les mamans qui nous disaient à chaque fois quand est-ce qu'on part que ensemble. C'était des mamans isolées qui ont peu de réseau, peu d'amis, peu de famille aussi par moment, et donc on va répondre à cet appel à projet pour pouvoir aussi travailler sur l'épuisement parental avec un groupe de mamans du coup. Super, merci beaucoup. Donc, juste peut-être pour commencer, justement, on peut enchaîner. Céline, comment vous avez fait ces constats et comment vous êtes venue à l'idée de faire un séjour de répit parental? Parce que vous auriez pu penser à d'autres solutions. Alors nous, ce qui se passe, c'est que en premier temps, on travaille en priorité du coup avec le jeune, donc en club de prévention. Mais c'est vrai qu'on s'est dit, au bout d'un moment, on ne va pas y arriver si on prend en compte que les problématiques du jeune sans prendre en compte son environnement et son environnement familial. Donc c'est comme ça qu'on s'est dit, pour peut-être avoir plus d'impact, il faut qu'on travaille au sein de la cellule familiale. Et on avait beaucoup de demandes de la part des parents. Donc quand ils nous voyaient partir avec leur enfant, on sentait qu'eux aussi avaient besoin de souffler, eux aussi ont besoin de prendre du temps pour eux. Et que cette séparation pouvait être bénéfique, mais dans les deux sens en fait, que ce soit en prenant les jeunes ou en prenant les parents en séjour, que dans les deux sens c'était bénéfique, et qu'on pouvait travailler aussi la parentalité sans les enfants directement.
Est-ce qu'il y a eu une demande justement de ces parents qui avait été formulée comme ça, de vouloir partir en séjour? Oui, alors ils nous l'ont dit à plusieurs reprises. Donc en fait, ils passent par le biais de leurs référents. Donc on a des éducateurs référents sur différents secteurs, en référence de situation. Et donc une fois que le lien de confiance est établi avec le professionnel, on s'est rendu compte qu'ils avaient, ils commencent un petit peu à se livrer sur leurs problématiques, sur tout ce qu'ils vivent à la maison, sur leur rythme de vie qui est assez soutenu. Et donc voilà, ils nous ont formulé clairement qui souhaitaient s'évader, penser à eux, travailler sur l'estime de soi. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est dit, bon, à l'habitude, c'est pas dans nos missions, mais là, on va foncer parce qu'on sent qu'il y a quelque chose à travailler, il y a des objectifs à travailler et que voilà, ce sera bénéfique pour les jeunes comme pour les parents. Donc voilà. Ok, super. De ton côté, Elodie, comment vous êtes venue l'idée à toi et à Florence de travailler justement sur un séjour de répit? Alors ça vient un petit peu de loin. Dans le cadre de nos missions, on était amenés à pouvoir inscrire en fait des enfants en colonie de vacances. Donc nous étions présentes à la montée du bus et lors du départ et lorsque les enfants rentraient de colonie et lorsque les parents amenaient les enfants pour le départ en colonie, régulièrement ils nous verbalisaient le fait de vouloir partir aussi eux en vacances. Alors pas forcément seuls, sans les enfants. Dans un premier temps, c'était avec leurs enfants, mais de pouvoir partir ensemble. Donc on a réfléchi, à force de l'entendre, on a réfléchi à ce qu'on pouvait faire et on a monté une action collective en fait sur un projet vacances en famille. Donc c'était des départs individuels mais travaillés collectivement. Donc voilà, c'était quelque chose qui était travaillé pendant 1 an. Et à la suite de la concrétisation du départ en vacances en famille, il y a eu un bilan qui a été fait. Et effectivement, les familles ont verbalisé avoir réalisé des choses qu'elles ne pensaient pas réussir à réaliser. Elles étaient satisfaites d'avoir pu partager des moments avec leurs enfants et aussi de pouvoir se retrouver entre adultes, de partager des choses ensemble. Et qu'elle ne souhaitait pas que ça s'arrête, ce travail avec les autres parents. Donc nous avons, Florence, donc ma collègue et moi, pu visualiser également que lorsqu'on a travaillé ce projet de vacances, il y avait, ce qui ressortait beaucoup, c'était un manque de confiance. Je ne suis pas forcément capable de, je ne vais pas réussir, je ne l'ai jamais fait. Et donc, le retour de ce séjour en vacances en famille a été très positif. Elles ont pris conscience qu'elles avaient des compétences, qu'elles savaient les mettre en pratique. Et donc, on s'est saisi de cette opportunité pour proposer à ce groupe de parents qui étaient partis avec leurs enfants, proposer une nouvelle action collective sur la confiance en soi et l'estime de soi. Donc, une action sur 1 année qu'on a proposée à raison d'1 rencontre par semaine sur la journée. Voilà, donc on a travaillé différentes thématiques, on a travaillé sur les valeurs, on a travaillé sur les besoins, on a travaillé sur le oser dire, on a travaillé sur l'image du corps. Voilà, et pendant cette année de travail qui s'est déroulée de septembre d'une année à septembre l'année suivante, à peu près en janvier-février, on a reçu donc un mail avec la proposition de répondre à un appel à projet expérimental sur le répit parental. Et donc on s'est dit, voilà, on propose aux familles de prendre du temps pour eux, de travailler sur eux, sur leurs compétences et pourquoi pas leur proposer de participer à ce projet de départ sans les enfants. Donc au départ, quand on leur a proposé, ça leur a fait forcément peur. Qu'est-ce qu'on va faire des enfants si on part? Est-ce qu'on a le droit d'eux déjà? Est-ce qu'on a le droit de partir sans nos enfants? Comment on va s'organiser? Voilà. Donc c'est quelque chose qu'on a travaillé avec les familles de la même manière qu'on pouvait travailler un projet vacances en famille. Donc voilà, leur représentation, leurs souhaits, leurs rêves. Voilà. Et vous pensiez concrètement que la question d'un départ sans enfant pouvait apporter quoi de différent justement sur ces travails? Vraiment de pouvoir concrètement et prendre du temps pour eux, mais vraiment le faire dans le concret. Voilà, et sur plusieurs jours.
Donc, on s'est dit, ça colle tout à fait avec les objectifs en fait, de notre action sur la confiance en soi et l'estime de soi, de pouvoir s'octroyer du temps, de se dire qu'on n'est pas que parent, qu'on est aussi un individu à part entière et qu'on a le droit de prendre du temps pour soi. Ok, super. Nafissa, est-ce que tu veux nous raconter comment la même question, hein, comment est surgie l'idée de faire un séjour de répit? Nous, c'est un petit peu différent. C'est pas venu de nos bénéficiaires. On avait une stagiaire qui avait pour mission de répertorier un petit peu tous les appels à projets, toutes les opportunités financières ou de partenariat qui pouvaient exister. Et du coup, parmi la liste, elle avait mis l'association Vacances Ouvertes. Et j'étais tombée sur une publication qui parlait du répit parental et du burn-out aussi parental avec certains indicateurs. Et les indicateurs m'avaient fait penser à une bénéficiaire. Et je me suis dit, mais elle est vraiment dans cette situation-là, elle est vraiment dedans. Je ne connaissais pas du tout le terme de burn-out parental, je connaissais le burn-out au travail, mais pas dans la fonction de parent. Et ça a tout de suite fait tic par rapport à vraiment un cas particulier. Et en discutant avec le président de l'asso et mes collègues, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire sur ce sujet-là. Donc on s'était positionné une première année, mais on n'a pas répondu à l'appel à projet. J'avais que ce cas particulier, une personne, j'avais pas encore de groupe. Donc ça nous a pris une année pour constituer un groupe de femmes, faire en sorte qu'elles se connaissent, qu'elles fassent groupe et qu'elles aient confiance déjà en nous et en elles-mêmes pour pouvoir partir ensemble et parler d'un sujet complètement tabou en fait avec les bénéficiaires qu'on a. Donc nous c'est parti de là. Autant les départs en vacances en famille, voilà, il n'y avait pas de souci. Faire partir les enfants en vacances tout seul, il n'y avait pas de souci. Mais alors, elle, toute seule, c'était un peu plus compliqué et pas forcément évident. Mais comme on l'avait raccroché au wagon insertion, il y avait une utilité pratico-pratique, concrète. Donc, ce billet-là, je pense que ça a facilité, je repense à la question de tout à l'heure, au niveau des conjoints. Le fait qu'on le présente comme un outil d'insertion pour qu'il y ait des revenus supplémentaires dans le foyer, ça n'a pas posé de soucis en fait. C'est comme si on les envoyait, en tout cas pour le conjoint, c'est comme si on envoyait leurs épouses en stage ou quelque chose comme ça. Je grossis un petit peu, mais c'est un peu comme ça qu'on a fait passer la pilule, entre guillemets. Voilà. Et justement, c'était une de mes questions. C'est quoi justement ce qui posait problème? Quels étaient les freins, les craintes que vous savez retrouver une fois que vous savez décider de partir sur un séjour de répit? Nous, beaucoup de culpabilité. Franchement, beaucoup de culpabilité à quitter le foyer pour une raison futile. Pour eux, c'était futile en tant que mère de prendre du bon temps. Voilà. C'était vraiment la culpabilité qu'il a fallu déconstruire. Nous, à notre niveau, on n'avait pas forcément les mots, donc le guide nous a beaucoup aidé à pouvoir verbaliser et à trouver des arguments en fait et pouvoir expliquer beaucoup plus facilement et faire sauter la culpabilité. On pensait que c'était... au début, on pensait que le frein, ça allait être vraiment le côté pratico-pratique, la conséquence de l'absence de la maman dans le foyer, que c'était ça qui allait vraiment les bloquer, comment la famille va continuer de tourner pendant l'absence des mamans. Mais finalement, ça s'est plutôt réglé assez facilement. On va y revenir. Et justement, est-ce que de ton côté à toi ou de votre côté à vous, en tant qu'association, on avait aussi des craintes peut-être Moi, j'avais des craintes dans le sens où on est une petite structure.
On n'est que 3 salariés. On était vraiment novices dans ce sujet, mais le fait d'intégrer le groupe de travail, ça m'a permis de sortir de mon isolement aussi, moi, en tant que professionnelle, et ça m'a permis aussi de consolider, de grandir, parce que j'étais avec des structures un peu plus grandes quand même, avec plus d'expérience. Donc c'était ça la crainte, un petit peu, de se mettre un peu en difficulté dans un sujet qu'on ne maîtrise pas. Voilà. C'était plus ça, les craintes du côté professionnel. Ok. Et donc, c'est l'effet d'intégrer les groupes et d'être dans un partage des situations. Et de bénéficier d'expériences qui avaient déjà eu lieu et de pouvoir échanger avec des personnes qui étaient dans le même bateau finalement. Et du coup, Élodie, toi, si on revient à la question des freins, des craintes qui pouvaient surgir de la part de parents, qu'est-ce que vous savez retrouver? Et comment vous avez fait finalement pour travailler sur ces freins-là? C'était dans un premier temps le problème de garde pour les enfants. On travaille essentiellement avec des familles monoparentales où, voilà, dans le cadre d'une séparation ou alors d'un décès, soit le conjoint n'est plus présent ou alors le conjoint est présent mais pas forcément très mobilisé vis-à-vis des enfants. L'action qu'on a menée avec les familles sur la confiance en soi et l'estime de soi a permis à ces mamans de pouvoir verbaliser aussi ce dont elles avaient besoin et de prendre attache auprès d'une personne proche, donc ça pouvait être la famille ou alors le papa, de pouvoir verbaliser en fait le besoin de faire une pause dans le rôle de parent et de pouvoir solliciter cette aide pour la garde des enfants. Donc ça, c'était pour le premier séjour. Et pour le deuxième séjour qui s'est passé là cette année, il y a eu une colonie de vacances qui a été mise en place pour une partie des enfants, des parents qui partaient en séjour de répit. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, elles ont pu faire valoir leurs droits à la VE. Et on a sollicité aussi des partenaires, comme le conseil départemental par exemple, pour aider au financement aussi de la colonie de vacances. Ok, super. Et du côté professionnel, structure, collègues, est-ce que vous avez retrouvé aussi des freins ou des craintes particulières? Dans mon souvenir, on n'avait pas forcément de crainte avec Florence. On était déjà sur une action collective innovante. Donc on allait un petit peu dans l'inconnu, voilà, dans ce qu'on pouvait proposer. Donc on s'est dit pourquoi pas, enfin voilà, ça colle vraiment avec les objectifs de notre action. Et puis en ayant déjà un petit peu travaillé avec l'association Vacances Ouvertes, on savait qu'on pouvait vous contacter et puis échanger si on avait des difficultés par rapport à une problématique particulière. Ok, super. Et donc, pour toi, Céline, vous commencez l'accompagnement. Comment ça se passe du côté des parents quand vous avez déjà commencé à parler de cette idée de séjour? Avec quelle situation, quel retour vous savez de leur part? Donc pour nous, c'est un petit peu, donc comme j'expliquais tout à l'heure, c'est nouveau. Et donc, je reprends un petit peu ce que Nefissa, elle disait tout à l'heure. Nous, on a été quand même assez surpris de voir qu'en fait, le frein, c'était pas le mode de garde. Donc, on avait organisé, donc on fait aussi des actions ponctuelles avec le groupe. Donc, c'est essentiellement des mamans, bien qu'il y a un couple donc avec un papa qui a rejoint la dynamique et on en est très content. Mais en fait, on s'était dit, donc à la première soirée, un samedi soir, pour aller voir une pièce de théâtre, on s'était dit comment est-ce qu'on va faire pour qu'ils fassent garder les enfants. Et en fait, on a été agréablement surpris de voir que on avait mis en place donc des éducateurs à disposition pour garder les enfants. Et ce jour-là, il y avait juste 2 grands-enfants âgés de 16 ans qui étaient là. Et donc déjà, ça, notre première appréhension avait déjà un petit peu été effacée ce jour-là.
Et donc on avance maintenant avec ce groupe progressivement. Il y a plusieurs actions, on part aussi énormément d'ailes, donc deux maintenant qui a un papa, deux. C'est le groupe qui est moteur, c'est eux qui proposent du coup leurs actions. Et donc l'action qui concrétiserait un petit peu tout ça, ce serait donc le séjour. Mais entre-temps, on doit créer un espace de confiance, que ce soit entre nous ou entre ce groupe, que le groupe soit consolidé, qu'il y ait une cohésion et que voilà, tout le monde apprenne à se faire confiance. Mais nous, on a été aussi très surpris de certaines réactions. Donc il y a ma collègue qui leur a demandé qu'est-ce qu'elle ferait si elles avaient une baguette magique et quels sont leurs rêves. Et là, on a même été surpris de voir que certaines mamans s'empêchent de rêver, donc s'empêchent d'avoir des rêves, des objectifs, des projets. Et donc c'est là vraiment où on s'est dit, il y a quelque chose qui se joue. Et donc voilà, on va les accompagner à fond dans ce projet et on ira au bout des choses parce que voilà, on estime qu'il y a quelque chose à jouer à ce niveau-là. Ok. Et au niveau professionnel, il y a quelque chose qui vous inquiète ou qui vous pose question maintenant que vous êtes déjà embarqué? Oui, on est embarqué maintenant et après ce qui est bien c'est que donc on est à 4 professionnels actuellement sur le projet et après donc ça c'est quand même une force, donc on fait des points réguliers entre nous. Mais après il y avait d'autres professionnels qui étaient dans la boucle et qui ont dit moi je suis pas forcément à l'aise, j'ai tellement l'habitude de travailler auprès d'ados qu'avec un collectif comme ça de parents je suis pas forcément à l'aise, donc je préfère me retirer. Donc là c'est vrai que je pense que notre force c'est aussi d'être à plusieurs et de soutenir le projet à fond quoi. Et donc de trouver des alliés au sein de la structure pour pouvoir mener les projets oui, bien sûr. ensemble. Oui, on mène le projet ensemble. Super, je répète, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Vous pouvez poser vos questions directement aux 3 intervenants, donc n'hésitez pas. Audrey qui a levé la main. Pardon ? Il y a Audrey qui lève la main. Non, c'est pas Audrey du coup. Vous avez dit tout à l'heure que c'était pas Audrey. Alors oui, on vous écoute. Oui, excusez-moi. Pas de problème. J'avais une question. En fait, on parle beaucoup de maman, mais pas du couple en lui-même. Et du coup, ma question, c'était est-ce que, en plus du fait d'avoir un répit parental, le fait de mettre en valeur aussi le fait de pouvoir refaire un petit moment couple, c'est aussi important, aussi bien pour les parents que pour les enfants? Oui, absolument. Absolument. Je ne sais pas si vous savez des retours ou pas. Nous, on a eu en fait... on était surpris du coup parce que quand on a fait la réunion, on a d'habitude que des mamans qui se manifestent et qui disent oui, moi j'ai besoin de souffler, oui. Et donc elles verbalisent assez souvent. Et donc là, on était surpris à notre dernière rencontre de voir arriver un couple de parents, donc on accompagne la famille, les jeunes, et en fait, on était surpris. On dit, voilà, quelle est votre demande? Qu'est-ce que vous souhaitez faire comme projet? Ils ont dit, nous, ça fait 12 ans qu'on n'est pas partis en vacances. On n'a jamais même fait un week-end, même prendre un temps, un restaurant, une activité, une balade. On ne fait jamais rien ensemble, et nous, ce qu'on veut, c'est nous retrouver à deux. Donc même si c'est pas loin, on voudrait notre moment à nous, mais voilà, on sait pas comment s'y prendre, on sait pas comment partir, on sait pas si c'est en autonomie, si vous allez nous soutenir dans cette démarche, on est perdu à ce niveau-là, mais voilà, eux ils souhaitent se retrouver. Et en fait sur le moment, on savait pas comment réagir, on s'attendait pas à ce genre de demande. Et au final, on a trouvé ça génial et j'en ai parlé un peu tout à l'heure. On s'est dit qu'on allait foncer et pareil, qu'on allait tout faire pour les accompagner pour qu'ils puissent réaliser leur séjour du coup. Oui, j'en profite. Parce que oui, allez-y. En fait, ça m'a fait penser à ça parce qu'il y a 3-4 ans, je suis partie avec mon mari et effectivement, ma fille, il n'y a pas longtemps, elle m'a dit « Mais maman, ça fait longtemps que tu n'es pas partie en amoureux avec papa. » Et du coup, là, le fait de parler comme ça, je me dis « Mais ça
ça fait penser aussi à ça. Même les enfants demandent à ce que nous, bon, je pense que c'est un peu aussi pour nous faire partir, mais aussi pour se dire, ils se rendent compte aussi, peut-être eux, en grandissant, que ça peut être important aussi pour les parents. Et les parents aussi qui se rendent compte que le couple est aussi important parce que plus ils se consolident le couple et plus il y aura un impact sur l'enfant, sur le montrer que l'amour c'est important, prendre du temps pour soi. Et c'est pour ça que je voulais poser la question, savoir si ça pouvait faire partie justement, l'appel à projet répit parental, c'est aussi prendre du temps pour le couple, quoi. Oui, bien sûr. Merci pour votre question parce que j'en profite pour préciser. Là, on parle beaucoup de mamans parce que dans les groupes, il se trouve que la plupart sont des mamans, comme dans la majorité des cas du répit parental, il s'agit toujours des mères, mais c'est possible aussi de faire participer des pères à un séjour de répit parental. Et il y a différentes possibilités aussi quant au type de séjour. Donc, c'est possible de faire un départ en collectif, comme c'est le cas pour les départs des expériences des trois porteuses de projets qui sont là aujourd'hui avec nous. Mais c'est tout à fait possible de faire des départs en autonomie, c'est-à-dire une mère, un père qui veut partir tout seul ou en couple. Ça fait partie des cas qui sont inclus dans les séjours de répit parental. La condition, c'est toujours qu'il y ait un départ sans enfant. Et il y a, je ne sais pas si parmi les personnes qui sont là aujourd'hui, il y avait des personnes qui étaient là la semaine dernière pour le webinaire sur l'épuisement parental, oui, voilà. Donc, il y avait des personnes aussi, il y avait l'experte en fait sur l'épuisement parental qui a intervenu, qui a mis en avant justement les rôles du couple et l'importance de travailler sur les liens parentaux aussi justement pour travailler sur la question de parentalité et comme mesure de prévention aussi pour l'épuisement parental. Donc c'est tout à fait possible de travailler sur cette optique-là pour notre appel à projet. Y a-t-il d'autres questions? Merci beaucoup. De rien. Non, c'est bon? Alors, si on répond justement à la question, parce qu'on était sur les freins, les craintes, et tout à l'heure, il y avait la question de ce rôle du mari, de l'époux, qui peut être parfois un peu difficile. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur votre expérience justement par rapport à la gestion de ces époux qui peuvent être... poser des freins justement au départ de mère. Est-ce que vous avez eu aussi cette expérience-là? Nous, on les a pas vus parce que c'est pas notre public, c'est un programme de femmes, mais elles nous relataient. Alors, soit elles anticipaient, en fait, elles nous relataient des éventuelles objections. Avant même d'avoir exposé le projet ou le sujet, elles nous parlaient beaucoup d'objections éventuelles. Elles n'avaient pas eu lieu encore. Une fois que ça a été, une fois qu'elles ont été accompagnées, qu'on l'a plus ou moins déconstruit et qu'elles sont allées à la confrontation, j'ai envie de dire, il n'y a pas eu beaucoup de blocage finalement. J'essaie de me remémorer les différentes mamans, mais il n'y a pas eu de réel frein. Beaucoup, les mamans pensaient beaucoup que le papa, quand il y avait le papa, allait pas être capable de gérer. Des fois, il y a eu des extrêmes, penser que les enfants allaient être en danger ou qu'ils allaient pas bien manger, qu'ils seraient sales, voilà, des choses comme ça. Mais de frein, en tout cas, elles ont toutes pu partir. Donc, elles sont toutes pu partir, ouais. finalement. Okay. Et finalement, est-ce que les papas, comment ça s'est passé? Avec le retour, ça s'est plutôt bien passé, mais les papas ont fait comme ils voulaient. Ils n'ont pas forcément fait comme la maman voulait. Et c'était pas plus mal non plus. Il n'y a pas eu d'enfants maltraités ou quoi. Enfin, tout s'est bien passé.
Mais il y a un moment d'acceptation ça se travaille en fait, et c'est sur ça qu'on a travaillé. Accepter que chacun puisse avoir sa place, accepter que chacun fait peut-être à sa manière, que chacun a peut-être sa vision, parce qu'il n'y avait pas que des papas en relais, il y a eu des grands-parents des fois, ou c'est pas forcément plus simple aussi avec la mamie ou le papy qui peut avoir une autre vision de l'éducation ou des rôles, des fonctions sociales de chacun. Donc ça aussi, fallait accompagner, mais surtout accepter qu'on puisse avoir des visions différentes finalement. Et qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les façons de faire ou les façons de voir. C'était surtout ça. C'était plutôt ça. On a une question de Mitra. D'accord. Juste pour finir, peut-être, je ne sais pas si vous avez retrouvé aussi cette situation qui évoquait tout à l'heure, désolée, j'ai oublié les prénoms, sur la question du mari. Est-ce que ça s'est présenté aussi, ça s'est présenté pour vous ou pas du tout pour l'instant? Non, ça ne s'est pas forcément présenté, mais voilà, je suis assez d'accord sur la vision que la personne qui part en séjour de répit par rapport à la garde de son enfant, sur le lâcher-prise de son rôle de parent, voilà, qui est donné à 100% tous les jours, nuit et jour, 24 heures sur 24, et là de se dire on va laisser l'enfant, enfin voilà, il faut aussi conscientiser un certain lâcher-prise, et qu'effectivement les choses ne seront pas faites de la manière dont la personne le fait, mais que c'est pas pour autant que ça ne sera pas fait quand même d'une autre manière, et que les bénéfices au retour n'en seront pas pour autant bien grands. Oui, bien sûr. Et je prends la question tout de suite, mais du coup, comment vous avez fait justement pour travailler sur ces lâcher-prise? Beaucoup travailler sur les bénéfices justement, expliquer qu'est-ce que ça va pouvoir amener concrètement une fois que vous allez revenir, une fois que vous serez autorisé à faire autre chose, ça peut justement enrichir votre rôle parental, ça peut donner l'occasion aux enfants d'être un peu plus autonomes, aussi laisser le mari prendre sa place, laisser la mamie prendre sa place, qu'il n'y a pas forcément que du mauvais, surtout les bénéfices qu'elle pouvait en tirer elle-même, et que la cellule familiale aussi pouvait tirer. Ok, super, merci. On laisse... Donc, il y a une question de Mitra. Voilà. Et voilà, je reviens encore. Nafissa, je te remercie. Si je prononce bien votre nom, bien expliqué. Et croyez-moi, je suis passée par là. Notre association a environ entre 200 à 300 familles. Familles qui composaient d'enfants, parents. Donc, vous voyez, ça va être très large après les adhérents. Et donc, parmi eux, comme je disais tout à l'heure, il y en avait que les parents, le papa était d'accord même garder les enfants, à condition qu'ils n'ont pas besoin de changer les couches. Ouais. C'était les conditions premières. Les enfants qui vont à l'école, c'est pas grave. Moi, je dépose le matin et le déjeuner aussi, et après le soir pour une petite semaine. Là, effectivement, ce sont des jeunes papas, je tiens à le dire. Ce sont des papas qui ont des enfants entre 3 à 7-8 ans. Après, on arrive aux d'autres parents. Et il y avait 2 mamans qui me disent, écoute, si tu peux parler avec mon époux, nos époux, peut-être les choses vont changer. Et on a fait ça, on a fait une réunion conviviale avec des gâteaux, voilà. Et il y avait 3 papas qui sont venus, et on avait plus de mamans, 3 papas, et on a parlé, on a discuté, mais les positions des papas, c'était d'une manière qui vraiment
me paraissait très sévère, parce que pour eux, vous allez envoyer 9 femmes, parce que enfin, les dames qui étaient présentées, ce sont des amies. Ils voulaient que ce voyage se fait ensemble. Donc, voilà, j'étais face à 3 hommes qui disaient hors de question, si on a envie de voyager, on est capable de le faire et on n'a pas besoin de vous. Bon, les autres papas, les autres monsieur, les autres époux, ils n'étaient pas présents. Je ne dirais pas qu'on n'a pas réussi d'envoyer. Non, on a réussi 2 ou 3 familles. Mais par rapport au nombre de familles que nous recevons ici, qui souhaitent partir, moi je vais vous dire que c'était une goutte d'eau. Et je pense, et je me permets d'ajouter une phrase, qu'il y a un travail de longue haleine à faire avec la famille, de leur préparer en amont pour ce genre de démarche. Parce que pour eux, par exemple, je vous donne un exemple, la maman disait que je suis en retard d'un repas. Je dis, je ne comprends pas ce que vous me dites. Il disait que quand elle prépare le repas pour toute la famille, elle mange ce qui restait de la veille. Cette femme ne mangeait jamais le repas de la journée. Elle mangeait le repas de la veille. Parce qu'il fallait nourrir les enfants et le mari. Vous voyez, le type de famille, j'essaie de vous donner un peu une image de ce qui est. C'est ça qui m'embête, et c'est peut-être de travailler encore davantage en amont avec les familles, comme disait madame, de bien expliquer les bénéfices que peut avoir ce genre de sortie pour permettre aussi aux conjoints de comprendre l'avantage. Mais pour le moment, je suis là. Merci. Après, si je peux ajouter, on peut aussi utiliser les témoignages des parents, enfin des papas ou des grands-parents, mais là en l'occurrence c'est les papas qui bloquent, les papas qui ont déjà vécu le départ des mamans peuvent être des ambassadeurs auprès des papas un peu plus récalcitrants. En fait, ça peut être un moyen. Oui, et aussi, on a travaillé justement sur cette question au sein du groupe parce qu'on a détecté aussi cette problématique, cette question de comment mobiliser l'entourage pour que ce ne soit pas enfant et qu'il soit finalement, pour pouvoir permettre justement aux parents de partir, aux mères surtout. Et je me permets aussi de vous conseiller de peut-être utiliser, aller jeter un coup d'œil dès qu'ils seront disponibles aux vidéos témoignages qu'on va mettre à votre disposition aussi de la part des mères, parce que elles mettent en avant aussi les bienfaits que cela a eu pour elles. Et ça peut aussi aider à désamorcer certaines peurs, certaines craintes que les époux peuvent avoir par rapport à cette question. Et je pense notamment à un témoignage d'une mère qui disait justement qu'après, ce n'était pas seulement elle qui allait mieux, mais c'était toute la famille qui allait mieux, que son mari, ses enfants aussi. Et je pense que ce type d'arguments, ce type de témoignages peuvent aider aussi à diluer un peu les craintes qu'ils peuvent avoir avant. Donc, on a créé cet outil justement pour ça, donc n'hésitez pas, dès que ce sera publié, à aller jeter un coup d'œil, voir si ça peut être aussi quelque chose à mobiliser lors de cette rencontre avec des pairs pour pouvoir faire baisser un peu les barrières. Je suis ravie, merci pour tous les conseils et je regarderai bien entendu et tous les témoignages que vous allez envoyer et appel à projet. Je vais essayer de voir comment on peut améliorer nos démarches par rapport à ce type de famille. Je vous remercie. Consoulard, on croit beaucoup dans la parole qu'il donnait et l'exemple qui est porté, et je ne parle pas d'exemplarité, je parle de l'exemple qui est porté comme étant un vecteur d'ouverture. C'est pour ça que la démarche qui est menée ici, c'est une démarche de terrain, avant toute chose,
parce qu'on pourrait après retravailler sur toutes les questions des stéréotypes genrés, les questions de place de la femme, etc., qui sont excessivement importantes, mais qui à un moment doivent se confronter à des réalités que vous avez, et comment on fait bouger juste un tout petit peu. C'est l'effet de mise en dynamique. Et la démarche qui est menée sur la question du répit, ces questions, on se les est posées, bien entendu. On est face à des réalités multiples et on essaye de les comprendre, de les analyser pour que, in fine, ces ouvertures puissent se faire. Et je reviens sur ce que disait Agustina. Je suis parti, toute ma famille en a eu un profit. Qui de mieux que la personne qui l'a vécu pour nous le redonner? Alors par contre, c'est plus long. Enfin, je ne sais pas si c'est plus long, mais en tout cas, ça nécessite un peu plus de temps, ça nécessite de l'échange, de l'écoute, du positionnement. Ça nécessite aussi des pieds. C'est-à-dire, parfois, on ne va pas attaquer le sujet frontalement, on va se dire, tiens, il y a l'insertion. Et l'insertion, forcément, quelque part, derrière, c'est un peu plus de pécule au sein de la cellule familiale. Une ouverture. Il n'y a pas, enfin, en tout cas au niveau de vacances ouvertes, il n'y a pas de mauvais alibi sur la question de l'ouverture. Et puis, on va balancer le terme, mais sur la question de la construction citoyenne. Parce que derrière tout ça, c'est vraiment notre sujet. C'est la place de chacun dans son aptitude maximum, ce que nous offre le cadre républicain. Et c'est ça l'enjeu qui est derrière. Mais on le fait petit bout par petit bout, expression par expression. Comme souvent, pas dans la grande révolution, le grand soir, c'est peut-être pas Chine, mais en tout cas, l'enjeu, c'est ces exemples d'une finesse et d'une précision. Et on peut mettre tout le blablabla qu'on veut, c'est le cœur qui va être dedans. Donc, lorsque c'est transmis, c'est éminemment audible. Et je pense réellement que ça fait bouger des lignes. Peut-être pas assez vite, mais en tout cas, ça les fait bouger. Et juste, elle avait dit quelque chose d'intéressant. Elle a dit que l'un des papas qui avait refusé, il a dit « Moi, je suis capable d'envoyer ma famille en vacances. » C'est vrai que ça peut... les départs comme ça, c'est un peu stigmatisant pour les familles. Et moi, quelque chose qui m'avait frappée dans les premiers webinaires ou échanges que j'avais lus, on parlait de droit aux vacances. Et moi, j'appuyais beaucoup sur ça, en fait. C'est pas la charité qu'on fait, c'est on vous fait vivre votre droit. Vous avez le droit à partir en vacances comme n'importe qui, en fait. Et ça passait, je trouve, mieux. Comme on leur donne accès aux soins, accès aux loisirs, parce qu'on a d'autres pôles d'activité, l'accès aux vacances, c'est pareil, en fait. Et je trouve que ça passait mieux. Voilà, ça m'a fait penser à ça. Oui, c'est vrai. C'est exactement l'objet. Il n'y a aucun moment un processus, et je vais mettre le terme, de charité. Ce n'est pas l'objet. C'est juste un droit, et je le répète à chaque fois, et j'en reste là, c'est quasi un droit constitutionnel. Le préambule de la Déclaration des droits de l'homme indique que la République ne peut exister qu'à travers le bonheur de tous. C'est juste ce mot-là. Et ils avaient vu le mot juste. Et les vacances, c'est globalement l'appropriation du bonheur de tous. Donc c'est un droit. Alors après, il n'est peut-être pas aussi bien formalisé que plein d'autres droits, mais c'est un droit. Voilà. Ça c'est aussi un élément extrêmement important. Dans la démarche, il faut l'entendre. Et on ne va pas être incantatoire dessus, on ne va pas acheter des barricades et des banderoles en disant c'est un droit. Non, c'est le travail que vous faites. Et puis c'est ce qu'on essaye aussi d'apporter avec des éléments de méthode pour que ça soit construit et reproductible. Et j'entends, il y a encore plein de questions qui n'ont pas été abordées, plein de questions qu'on n'imagine même pas, mais on avance en marchant. Ça, c'est une réalité, par contre. Mais c'est vrai que nous, du coup, si je peux me permettre, nous, c'est vrai qu'au départ, on avait vraiment du mal à dire le terme répit parental parce qu'on avait peur de stigmatiser un groupe de parents et voilà, leur dire, oui, comme tu dis, oui, on a le droit de souffler, on a le droit d'être au bord de l'épuisement, mais on voulait pas non plus les stigmatiser, leur dire, vous êtes un groupe de parents ou voilà, vous êtes tous démunis, donc partez tous en vacances pour ça. On voulait pas que ce soit interprété comme ça. C'est pour ça qu'on leur a dit, écoutez, ici c'est un espace pour vous. C'est un espace où vous allez pouvoir gagner en confiance en vous, en estime de vous. Et donc on l'a plus présenté comme un espace qui leur appartient, plutôt que de dire, écoutez, on va travailler sur le répit parental parce qu'on avait peur que ce soit trop frontal. Et on avait peur du coup d'avoir des refus ou que les gens soient stigmatisés. Donc on a plus dit, c'est un espace pour vous.
à partir bien sûr de situations ciblées. Et dans les faits, c'est effectivement du répit, puisqu'il y a un processus de réparation. Donc, quand on prend, on ne l'a pas évoqué en introduction, mais entre vacances et répit, il y a vraiment une définition qui est différente. Vous prenez le petit Larousse et vous regardez le mot répit. Il y a quelque chose qui doit être cassé, il doit être réparé. Donc, c'est pour ça que c'est en lien avec ce qu'on appelle la charge mentale, avec les notions de burn-out. C'est bien en lien avec ce processus-là, mais pour le dire, il faut que la personne en soit consciente, pour que le processus se mette en œuvre. Ça, c'est l'enjeu du travail en amont pour que effectivement, ça soit du répit et que ça ne soit pas des vacances. C'est un autre sujet dont on parle après. On a une question de MPF L'Ancien. Oui, alors bonjour. C'est un appel. Enfin, nous sommes en Guadeloupe et nous avons eu le lien par la CAF de Guadeloupe. C'était pour savoir, est-ce que pour l'inscription, on dépendra de la plateforme de la nationale ou il faut qu'on voit directement avec la CAF Guadeloupe? Alors, nos appels à... C'est plus compliqué que ça. Ah, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué que ça parce qu'aujourd'hui, alors je rentre un peu dans le détail, mais il y a une politique territorialisée pour l'outre-mer qui est portée d'une autre manière. Donc, vous répondez à notre appel à projet et après, on prend acte et on prend échange spécifiquement pour les associations qui sont ultramarines. On n'est pas tout à fait sur les mêmes protocoles, mais le thème, je veux dire, la thématique répit, etc., ça fait partie de l'objet, mais dans les modalités, c'est un tout petit peu différent. Je pense qu'il faut qu'on prenne un peu de temps à échanger en dehors, mais répondez à l'appel à projet. Et après, nous, on s'occupe de la gestion administrative, de ce que ça peut répondre. Ça sera plus simple comme ça. Oui, donc ce que j'ai proposé en fait tout à l'heure, ça va pour les... Oui, très bien. Mais dans les faits, il y a... Ça, c'est mon boulot, c'est de toutes les passerelles, toutes les tiges. C'est comment on les tire un petit peu vers nous pour que ça soit totalement transparent et, je veux dire, surtout le plus fluide possible. Mais l'outre-mer a un dispositif à part dans lequel est impliquée l'Agence nationale pour le chèque vacances, mais c'est d'autres lignes. Voilà, donc, mais rassurez-vous, vous avez été récemment en Guadeloupe, je pense qu'il y a des besoins. Donc vous, de votre côté... Pardon, c'est clair pour elle. Comment? Non, je voulais être sûre que ce soit clair pour vous, mais ça va. Ok. Oui, très bien, c'est clair. Bon, nous sommes habitués parce que assez souvent, on nous renvoie notre carte Guadeloupe, donc c'était juste pour savoir est-ce qu'on traite directement avec la Guadeloupe ou est-ce qu'on s'inscrit sur votre plateforme et tout ça? Inscrivez-vous sur la plateforme, mais ça ne nous empêche pas d'en parler à la CAF Guadeloupe. Hein. Oui, tout à fait. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on continue. Revenons maintenant justement à la question de la préparation du séjour. Est-ce que peut-être on peut commencer par toi, Céline, comment vous êtes en train de préparer les séjours justement avec les parents? Comment vous s'y prenez? Du coup, on organise avec les parents donc, plusieurs temps forts afin, comme j'ai dit tout à l'heure, de créer une cohésion, une confiance intergroupe et ensuite, on prépare avec elles le départ, où elles veulent partir. Et en fait, là, tout à l'heure, on a réfléchi un peu en équipe et on s'est dit qu'on va plus travailler sur des objectifs individuels avec chaque parent, mais aussi avec fixer des objectifs collectifs. Et je pense que les deux sont importants pour pouvoir mener à bien et pour pouvoir après évaluer son projet. Et surtout, qu'il y ait des bénéfices aussi, comme on disait, que ce ne soit pas uniquement des vacances et qu'il y a vraiment des choses qui soient travaillées durant ce séjour de répit. Mais sinon, oui, ça s'organise avec des rencontres une fois toutes les 2 semaines où on fait un goûter, où on échange sur les projets, sur ce qu'elles ont envie, sur leurs aspirations. Et donc voilà, ça se fait de façon naturelle, spontanée. Je pense que vraiment le plus dur dans ce projet, ça a été de mobiliser les parents. Donc après, une fois que les parents sont mobilisés et qui se sentent concernés, qui sont intéressés par la démarche, je pense que le projet suit son cours.
D'accord. Tu dis que c'était les plus durs. Oui. Dans quel sens qu'est-ce qui était dur justement à pouvoir arriver à les mobiliser? Je pense que c'était l'appréhension au départ pour elles et pour eux, du coup, de se retrouver en collectif. Donc voilà, il y en a, je disais, qui sont voilà, très isolés, des mères seules, avec des fois 2 ou 3 enfants à leur charge. Et donc voilà, pour elles, c'est aussi se confronter à quelque chose de nouveau, de se retrouver en collectif, en groupe. Et donc il y avait aussi toutes ces barrières, on devait les rassurer, leur dire que voilà, c'était l'objectif, c'était un moment pour elles. Mais oui, au début, c'était plus ça qui a été compliqué. Et après, pareil, de se retrouver dans un groupe avec d'autres mamans, en sachant que on est une équipe d'éducateurs, et les éducateurs qui accompagnent peut-être leurs enfants. Est-ce que ça veut pas dire qu'ils ont aussi une certaine des difficultés? Enfin, il y avait tout ça on a dû lever quand même certains freins avant d'en arriver à ce collectif aujourd'hui. Et maintenant, vous travaillez avec un collectif de combien de mères, combien de parents? Alors, du coup, on a une dizaine de parents qui participent à l'ensemble des actions, donc, dont le couple qui souhaite partir en autonomie. Et le reste, donc, c'est des mamans ayant des enfants âgés de 2 à 18 ans. Il y en a même, je pense qu'il y en a... Oui, il y en a encore. Il y a 2 mamans qui sont même parents de 2 majeurs. Et donc voilà, on n'a pas fermé la porte, on les accompagne aussi. Et elles en ont aussi besoin parce que voilà, avoir aussi des jeunes majeurs à la maison, c'est du travail. Et donc elles le verbalisent assez bien. Et donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu oui, c'est super à la question. Oui, très bien. Et du coup, vous organisez des séances collectives. Oui. Et combien de temps en avance vous savez commencer justement à travailler sur les départs? Alors, on a commencé à travailler sur le départ, c'est assez récent en fait. On s'est d'abord concentré sur le collectif. Et donc, je pense qu'on a commencé à aborder ce projet de départ. Là, il y a 3 ou 4 rencontres. Et en fait, parce qu'en premier temps, elle parlait plus de faire des actions par ici. Puis après, c'était un week-end. Puis après, c'était un séjour. Donc, mais sinon, c'est plutôt assez récent. Et donc maintenant, elles sont prêtes, emballées dans le projet. Elles montent des actions d'autofinancement. Donc après, il y a toute une organisation qui se met en place derrière. Parce que pour nous, en tant qu'association, c'était aussi important qu'elles puissent se mobiliser, pas tant financièrement, mais plus donner aussi, elles, de leur personne pour préparer ce projet. Et donc, on aura une grosse action d'autofinancement là, qui va se dérouler fin février. Et donc, on espère que cet autofinancement puisse participer aussi financièrement au séjour. Peux-tu nous en dire un peu plus justement sur cette action, parce que ça peut permettre aussi d'avoir des idées? Alors, sur cette action, c'est assez simple, mais même que ça nous a quand même demandé pas mal d'organisation. Ce sera du coup un repas donc, à midi. Donc ce sera un repas à la préparation d'un couscous, où du coup les 10 parents qui sont concernés par le projet vont cuisiner. Ils vont tous se rejoindre donc, chez l'une des mamans qui a insisté pour que la préparation du couscous se fasse chez elle. Et donc franchement c'était vraiment en fait elle a insisté parce qu'elle dit il n'y a jamais personne qui vient chez moi et je suis souvent seule et j'ai pas d'amis, j'ai pas de famille qui vient chez moi, donc là c'est l'occasion de vous montrer que je sais faire, de partager mon savoir-faire. Et donc elle est valorisée plus déjà sur ce projet-là d'autofinancement. Et après, on va préparer du coup une salle qu'on a louée à la municipalité. Et là, on va inviter les partenaires, les familles. Enfin, ce sera vraiment ouvert à tous pour partager ce repas. Et donc, on va bien insister par contre sur l'objectif, c'est de financer une action de répit parental. Donc voilà, pour nous, c'était aussi important qu'ils puissent s'investir autrement que... qu'en faisant des réunions ou enfin voilà. Ok, super. Ça a l'air très chouette, voilà. cette action. Très bien. Est-ce que peut-être Nafissa, tu veux nous raconter pour toi comment ça s'est passé justement la question de l'accompagnement, la construction du séjour avec les mères? Nous, on n'a pas parlé de répit parental tout de suite.
d'une part, moi, j'étais pas très à l'aise avec le terme, mais vis-à-vis d'elle, vis-à-vis de mon public. Je voyais très bien de quoi il s'agissait, je trouvais ça très pertinent et tout, mais je n'étais pas à l'aise avec le public, je ne savais pas comment elles allaient le prendre, donc j'en ai pas parlé tout de suite. Nous, on s'est beaucoup concentré sur le groupe que j'avais identifié qui allait partir. Et du coup, on voulait leur faire expérimenter le changement, la nouveauté. Donc, c'était des nouvelles activités, des nouvelles personnes. Donc, on croisait un peu les publics de nos différents, de nos différents programmes. Donc, les femmes que j'avais identifiées qui allaient partir, pertinemment, je faisais exprès de les mettre dans des groupes avec, par exemple, dans des sorties familles, avec des familles dont les parents n'étaient pas en burn-out parental. Voilà, du coup, je voulais qu'elles expérimentent et qu'elles le voient par elles-mêmes, d'autres façons de faire, d'autres situations, et qu'elles s'habituent au fur et à mesure à la nouveauté, pour pas qu'elles soient pour pas que le choc il soit trop frontal. Voilà. Et une fois que j'étais un peu plus à l'aise, un peu plus armée sur le concept de répit parental, là, du coup, on a expliqué au groupe qui avait été identifié, mais du coup, il y avait déjà une cohésion de groupe, elles se connaissaient et c'était plus pertinent pour elles. Après, il y a eu la question financière, parce que du coup, on demandait une participation financière des mamans qui était pas conséquente, mais tout est relatif par rapport aux familles. Donc nous, c'était un petit séjour en plus, c'était 2 nuits et 3 jours, donc une participation financière de 60 €. Donc c'est plus ou moins évident selon les familles, donc on a vraiment anticipé. Et comme beaucoup étaient familières du système de tontine, du coup, elles ont fonctionné comme ça. Tous les mois, elles devaient déposer leur part et c'était une des mamans qui faisait office de caisse, quoi. Et puis après, nous, on a récupéré pour pouvoir financer le projet. Voilà, au niveau de l'organisation. Si je me souviens pas mal, vous aviez aussi mis en place une première action pendant un week-end en journée, oui, justement, pour participer. Oui, complètement. Elles ont fait un bootcamp. Elles ont fait un bootcamp extérieur sur 2 jours. C'était un week-end, mais le soir, elles rentraient dormir, quoi, chez elles. On les avait que la journée et c'était mixé, justement. On a mélangé les publics. C'était que des femmes, mais de profils différents. Donc, il y avait des mamans, il y en avait qui n'étaient pas mamans, il y avait des jeunes filles, et dont les femmes qui devaient partir. Et ça a fait un peu... comment je pourrais dire, un peu électrochoc, parce que c'était un petit peu bootcamp, quoi. C'était un peu énergique, et puis le programme s'appelle Bouge ta vie, donc elles étaient là pour choquer un peu toute leur sphère de vie, et c'était pas mal comme entrée en matière. Ça a permis de casser pas mal de choses. Donc oui, c'est vrai, on a commencé par... c'était un peu un entraînement, justement, non? Oui, tu l'avais évoqué un peu comme ça. Voir un peu comment ça pouvait se passer. Et on voulait que les mamans, elles fassent l'expérience aussi, parce que les téléphones étaient interdits pendant le bootcamp, donc elles étaient là toute la journée. Comment elles allaient vivre ou survivre à être coupées de la famille pendant le laps d'une journée. Donc si elles sont capables de le faire une journée, elles seront capables de le refaire une autre journée, et puis éventuellement un week-end. Ça rendait la chose possible, en tout cas. Et comment ça s'est passé, justement pendant les bootcamps? Il y a eu des réactions à ces premiers moments des séparations La prise du portable, c'était pas forcément évident, en fait, et tout de suite, mais s'il arrive quelque chose, si je peux ne pas être joignable, c'était un peu la panique, un peu la panique, hein, quand même, hein. Mais comme on est dans un groupe, on joue le jeu, c'est pas la panique pour tout le monde, il y en a qui y arrivent, donc on se sert un peu on s'appuie sur le groupe. Si elle arrive à le faire,
je vais au moins essayer. Et finalement, très vite, elles oublient. Par contre, à la fin, à 17h, 18h, elles se ruent sur le téléphone pour voir si effectivement il s'est rien passé. Et bon, il s'est rien passé. Et du coup, vous êtes servi justement de cette expérience pour construire. Oui, on s'est appuyé dessus comme réussite. Donc voilà, comme réussite et comme bénéfice aussi, parce que pour certaines, laisser partir de la maison toute une journée, rien que pour soi, c'était pas forcément évident. Et elles se sont rendues compte que ouais, ça tournait, que les enfants étaient capables d'eux. Voilà, il y avait des choses qu'elles n'avaient pas forcément imaginées, hein, mais ça paraît tout bête, mais j'ai souvenir d'une maman qui était étonnée, parce que c'était très très tôt, du coup quand elle partait, les enfants n'étaient pas forcément réveillés, et elle était étonnée que les enfants avaient fait leur toilette correctement et tout seul, et voilà. Donc en termes d'autonomie, c'est pas si petit que ça en fait. Donc voilà. Ouais, c'est vrai que le bootcamp, c'était pas mal. C'était une bonne préparation. Ouais. Super, merci. Et Elodie, est-ce que tu peux nous dire de votre côté, ça s'est passé un peu différemment parce que... Le groupe était déjà constitué, les familles qui participaient au projet de répit se connaissaient déjà depuis un petit moment. Donc c'est vrai que le fait de pouvoir prendre du temps pour soi déjà sur une journée entière, elle le faisait quand elle venait à l'action collective. Donc la préparation du séjour, voilà, c'était... comme une action vacances. En fait, on l'a travaillé vraiment comme une action vacances avec le lieu de séjour, la durée, quand, c'est-à-dire est-ce que c'est pendant l'école, est-ce que c'est pendant les vacances, voilà. Et la force du groupe aussi, je pense que c'est quelque chose d'important quand on le travaille de manière collective, c'est la force du groupe. Chacun, à un moment donné, peut flancher et avoir des craintes, et la mobilisation des autres participants redonne vraiment l'envie et toute la motivation jusqu'au dernier moment de passer le pas et de réaliser et de concrétiser ce projet de répit. Après, la question du financement, c'est quelque chose qui a été travaillé aussi bien en amont chez nous. Voilà, on a commencé à en parler en janvier-février, et nous, les familles sont parties en octobre, ce qui leur a permis de pouvoir épargner mensuellement. Voilà, nous, elles sont parties 5 jours pour un coût de 170 € pour chaque participant, donc avec des bénéficiaires de minima sociaux, donc c'est quand même une somme très conséquente. Nous, on ne peut pas faire en tant que CAF de démarche d'autofinancement. Donc c'est un petit peu compliqué. Il n'y avait vraiment que Vacances Ouvertes qui finance le projet. Alors notre employeur, la CAF, nous met à disposition, a financé une partie aussi des départs des enfants en séjour de colonie de vacances. On a modifié le règlement intérieur d'action sociale. Enfin voilà, il y a des choses qui ont bougé quand même au niveau de notre institution pour permettre la réalisation de ce séjour. Mais dans le financement du projet de répit, vraiment en tant que tel, c'était essentiellement Vacances Ouvertes et la participation des familles. Oui, la question du financement peut poser problème. C'est pour ça aussi qu'on a créé les petits outils, la petite fiche pour vous donner d'autres idées aussi, pour faire appel à d'autres financeurs ou trouver des solutions par ailleurs, parce qu'on n'est pas si nombreux à financer ce type de séjours. Donc justement, on l'a un peu dit avant, mais on a dit que la garde d'enfants, finalement, ce n'était pas... les freins les plus importants, mais c'est vrai que nous, en tout cas, les retours qu'on a quand on échange avec des professionnels, c'est que parfois c'est la première question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on va faire des enfants pendant ces temps-là. Est-ce que vous pouvez nous raconter, dans votre cas, quelles sont les solutions que les parents ont trouvées justement, et comment vous êtes arrivé à cette solution-là? Peut-être Elodie, tu peux reprendre cette idée. Alors pour la garde des enfants, ça a été essentiellement le réseau familial ou amical, donc les mamans de participantes, les sœurs, les papas
des enfants qui ont également pu garder sur la période du séjour de répit. Et voilà, cette année, on a eu vraiment des mamans qui nous ont dit mais on n'a aucun relais, vraiment rien du tout. On peut solliciter personne. Et du coup, avec ma collègue Florence, on a réfléchi un petit peu. On s'est dit, bah voilà, les familles souhaitent que le projet de répit se déroule durant une semaine de vacances. Pourquoi pas proposer à ces mamans de faire partir leurs enfants en séjour de colonie de vacances pendant la semaine où elles seront en séjour de répit. Et donc, c'est ce qui s'est passé voilà, pour une partie des mamans du groupe. Super. Nafissa, pour toi, c'était un peu différente. Il y avait nous, elles ont sollicité essentiellement le réseau familial. Donc, soit les grands-parents, soit les tatas, soit le papa qui soit à la maison ou quand c'était des familles séparées. Le week-end a été calé sur la semaine de garde du conjoint, de l'ex-conjoint. Donc ouais, il n'y a eu que ça comme solution famille, puisque c'était sur un jour férié, il y avait le 11 novembre dedans, donc un jour chômé, c'était plus pratique pour le groupe. Et pour vous, vous vous projetez comment dans l'organisation? Vous n'êtes pas arrivé à ces points-là encore de... Nous, du coup, on a constaté pour un séjour, on s'était dit éventuellement de mettre à disposition 2 éducateurs qui prendraient du coup les enfants, les jeunes en séjour pour pouvoir libérer les parents. Donc c'est vrai que nous, on a cette force à l'interne d'accompagner les mineurs comme les majeurs. Donc on pourra déployer des moyens à l'interne ou après faire appel également à nos centres sociaux qui font souvent des mini-camps, des séjours aussi pour les enfants. Mais nous, on s'était dit plutôt que pour nous faciliter, pour qu'on puisse faire cette expérimentation sereinement, de mettre en place un séjour en parallèle avec les enfants. Donc, voilà. Ouais, super. Bon, voilà 3 solutions un peu différentes. J'évoque tout simplement une dernière solution aussi qu'on a vue un peu dans les expériences qu'on a eues, c'est aussi le fait de faire une garde alternée entre les groupes de parents qui vont partir, donc diviser les groupes en 2 et faire partir une partie du groupe en premier et que ce soit l'autre partie du groupe qui garde. Donc c'est aussi une autre possibilité pour faire face justement à la question de la garde des enfants. Donc une fois que vous savez travailler, finalement les séjours ont eu lieu, en tout cas pour vous déjà, vous avez eu des expériences. Comment ça s'est passé ces séjours-là et quelle posture vous savez adopter justement pendant ces temps-là? Est-ce qu'Elodie, tu peux peut-être commencer? Alors sur le premier séjour, nous avons pu accompagner sur 2 jours, donc ils sont partis 5 jours. Nous avons pu nous rendre sur place avec ma collègue sur 2 jours parce qu'on travaillait en même temps avec les familles sur le bilan global de notre action sur la confiance en soi et l'estime de soi, et on devait faire une présentation devant notre direction. Donc on a travaillé avec elle durant ces 2 jours-là. Sur le second séjour, nous n'avons pas accompagné les familles durant le séjour de répit parental. Donc on a travaillé vraiment bien en amont toutes les questions qu'il pouvait y avoir, les questions de dernière minute, même avant le séjour effectif. Mais c'est vrai que nous n'avons pas pu accompagner les familles sur place. Et les séjours pour le maire, comment ça s'est passé? Alors, pour les participants, ça s'est très très bien passé. Voilà, elles se sont très bien entendues. Le cadre avait été posé avant avec les choses qui étaient importantes pour chacun. En fait, les objectifs personnels avaient été mis sur la table de chaque participant et les objectifs aussi du groupe avaient été posés. Et les familles ont pu, les participantes ont pu verbaliser ce qui était important pour elles, pour se sentir bien dans un groupe. Et donc, chacun a pu être attentif aux besoins des autres. Et ça s'est très bien passé. Elles sont revenues enchantées de leur séjour. Super. On va revenir justement juste après sur les CP. Mais peut-être, Nafissa, tu peux nous dire de votre côté comment ça s'est passé les séjours. Dans votre cas, c'était un peu différent. Ouais, nous, on était avec elle, avec un programme bien défini
En amont, chacune savait comment le séjour allait se dérouler. Il y avait des activités de prévues sportives, comme je vous avais dit, donc c'était randonnée. Il y avait des ateliers de développement personnel, entre guillemets, mais c'est plus des exercices qu'elle devait faire pour se recentrer sur elle-même, gratter un petit peu en elle-même pour faire ressortir leurs aspirations, leur nature, ce qu'elles sont, ce qu'elles veulent, complètement déconnectées des autres casquettes, vraiment focus sur elles. Donc voilà, ça s'est plutôt bien passé. Chez certaines, oui, ça a déclenché des choses. Chez d'autres, le retour à la réalité était peut-être un peu rude. Mais dans l'ensemble, le séjour en lui-même, en tout cas, oui, c'est bien passé. Ouais. C'était un cadre des paysans. C'était pas trop loin, donc pas difficile d'accès. Et puis, même au niveau de la distance, je pense que ça a rassuré de pas être très loin de la famille, du foyer. Et oui, ça s'est plutôt bien passé. Ok. Et justement, en retour, tu parlais d'un retour un peu rude pour certaines. Mais finalement, quel effet as-tu pu observer, justement, quand vous êtes retourné Moi, ce que je retiens, c'est que les 15, en tout cas, elles sont d'accord pour dire que couper, avoir du temps pour elles, c'est pas du luxe, en fait. C'est vraiment... c'est nécessaire. Elles en ont besoin, et j'en reviens à tout à l'heure, elles ont droit. Et ça, c'est OK pour les 15, et je trouve que c'est une grande victoire, c'est beaucoup, parce que c'était pas du tout évident pour beaucoup. Elles existaient beaucoup avec leur casquette de mère, avec leur fonction de mère, épouse, mais après le reste, c'était pas nourri. Et là, elles se sont vraiment rendues compte qu'elles avaient besoin de nourrir les autres sphères de leur vie. Après, là où je dis que c'est peut-être un peu rude, c'est qu'une fois qu'on a pris conscience de ça, et qu'on ne sait pas forcément comment le faire perdurer dans le quotidien, ça c'est peut-être un peu compliqué, et ça on l'avait pas bien anticipé. Parce qu'elles n'étaient pas toutes au même niveau de conscience de ça. Il y en a, elles ont pris conscience et directement elles ont mis en place quelque chose. Il y en a, elles ne sont pas encore à ce stade-là, et c'est pour elles que c'était un peu dur. Comment je nourris ce besoin maintenant que j'ai conscience de ça? C'est bien, j'ai goûté à la petite bulle, mais... Donc ouais, ça c'était un peu... C'est là où je dis que c'était un peu dur. Et maintenant, comment vous envisagez justement la suite? Est-ce que vous avez mis en place d'autres types d'actions ou d'accompagnement justement peut-être pour ces... On a laissé en fait l'espace qu'elles ont construit entre elles. Donc elles ont un groupe WhatsApp déjà entre elles où elles peuvent échanger, où nous on n'est pas dedans. On propose régulièrement des ateliers ou des événements pour elles, pour qu'elles puissent se retrouver et nourrir un petit peu cette dynamique de groupe. Et on essaye aussi de les accompagner dans la mise en place de quelque chose en fonction des possibilités, en fonction des moyens, des disponibilités. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'elles étaient là pour de l'insertion professionnelle. Et il y en a, elles ont trouvé ce qu'elles cherchaient d'un point de vue professionnel. Mais voilà. En tout cas, moi, dans ma vision, l'insertion professionnelle, si elle doit durer dans le temps, il faut aussi que leur côté personnel, individuel, il faut qu'elles trouvent un équilibre. Donc là, on est plus sur ça, travailler sur l'équilibre. Pour celles qui sont déjà insérées, c'est pas parce qu'elles ont une insertion professionnelle qu'elles doivent renoncer à tout le reste. Il n'y a pas de sacrifice. Voilà, il y avait la notion de sacrifice qui rentrait beaucoup. Ça m'avait... ça m'avait franchement
marqué, ouais, ça m'a marqué de se dire qu'il faut sacrifier, enfin c'est fort comme mot, sacrifier l'une ou l'autre des sphères. Ben non, donc là on essaie de travailler sur l'équilibre et ça on l'avait pas vu venir. Voilà. Ouais. C'est ce que je peux dire. Ouais. Il y a toujours des choses qu'on ne peut pas tout contrôler. Non, ça franchement j'avais pas... C'est les surprises du terrain ou de l'humain, je sais pas comment on peut dire, mais on n'avait pas anticipé ça. Mais voilà, c'est plus la notion d'équilibre. Je peux que rebondir si on savait tout. On a un métier où la modestie nous oblige, et parfois les réponses, nous ne les avons pas, mais nous n'avons même pas eu la question au départ. Et les interlocutrices et les interlocuteurs avec lesquels on est, ben, ils nous éclairent. Ils nous disent, moi les vacances, ça m'a servi à tout ça. Le répit, je me suis reconstruit, et je vais travailler dans l'équilibre, l'harmonie, le terme peut-être et la tempérance. Des termes qui aujourd'hui sont quand même pas d'une grande actualité, et c'est ça, cet espace que l'on peut se créer. Alors je ne peux pas un truc sur la philo, mais alors là il y a un paquet de sujets extrêmement intéressants à aborder autour de cette notion où en fin de compte la réparation a eu lieu, puisqu'on est passé à autre chose. C'est vraiment remarquable, quoi. Ah, bravo. Ouais. Après, je sais pourquoi je suis là. Oui, si. Et du coup, peut-être, Elodie, juste, tu peux aussi nous faire ton retour sur ce que ça a donné finalement, quel effet tu as pu voir chez le parent que vous savez accompagner. Alors, c'était dans la prise de conscience, moi je vais peut-être plus partir là-dessus, dans la prise de conscience qu'on pouvait solliciter aussi le réseau pour se permettre ce temps de répit plus fréquemment. Bon, voilà, donc les mamans se sont rendues compte qu'effectivement les enfants n'avaient pas été malheureux quand elles sont parties en séjour de répit, que ça s'était super bien passé, qu'il y avait des relations avec peut-être le papa ou avec de la famille qui s'étaient distendues et qui se sont retendues grâce à ce départ en séjour de répit. Et donc elles s'autorisent maintenant à le solliciter plus fréquemment, je ne vais pas dire toutes les semaines, hein, mais vraiment plus fréquemment, pour pouvoir avoir ce temps de pause, même d'une plus petite durée, mais voilà, de se retrouver, de pouvoir se recentrer aussi sur soi, afin de repartager par la suite des moments en famille. Ok. Je rebondis. Vous êtes en train de nous dire que le fait de partir sur une durée de répit un peu plus longue va permettre de pouvoir s'autoriser des petits répits réguliers ? C'est ce que les familles, c'est le retour des familles. Donc ça voudrait dire qu'il faut d'abord partir sur quelque chose d'important pour être dans un processus d'affirmation que l'on peut, pour tout maîtriser, que l'on peut avoir du temps pour soi, et qu'après, ça facilite le quotidien. Ce que vous êtes en train d'évoquer, c'est ni plus ni moins le contre-pied de toutes les stratégies qui sont actuelles au niveau du répit. On considère que c'est des petits moments qui vont permettre de construire la personne. Et ce que vous êtes en train de dire, sur quoi je milite, à titre personnel, je ne veux pas engager tout le monde, mais je pense que c'est d'abord dans un processus construit de durée du répit que l'après on s'autorise régulièrement à faire ces petites aides. Et de ce fait, on passe de quelque chose où c'est une fracture à une réparation parce que on voit le moment nécessaire où il fait « oups », on pause. Et après, c'est 1 heure, 2 heures, et après, on repart. Mais parce qu'il y a eu un espace plus grand qui a généré des autorisations, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis de soi-même. Les autres ne me regardent plus maintenant de la même façon, certes, mais alors qu'est-ce que je l'assume ? Et donc, de ce fait, je vais pouvoir m'autoriser encore à poursuivre ces petits temps qui sont à moi. C'est tout à fait ça. Et aussi à se projeter à nouveau dans la construction d'un séjour, un nouveau séjour, même un peu plus long. C'est ce qui est en train de se passer là pour les familles qui sont parties cette année. Et je te rejoins parce que nous, du coup, on a fait un petit séjour et il faut considérer qu'il y a un temps pour rentrer dans le séjour. Et nous, c'était peut-être un peu court. Mais comme c'était une première, on voulait expérimenter. Et le séjour de cette année, on espère le faire plus long, au moins
5 jours, une semaine de travail, quoi. Mais ouais, je te rejoins complètement. Un long séjour, c'est beaucoup plus impactant. Alors, on arrive jusqu'à la fin. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. On a 2-3 petites minutes pour des questions ou des remarques, des commentaires, des réactions à tout ce qu'on vient de se dire, toutes les expériences qu'on vient de présenter. Ah, oui, ici. Oui, voilà. Ah, il y a des personnes qui doivent partir. N'hésitez pas à lever la main ou mettre les commentaires directement sur la boîte, sur la conversation. Ah, si on a une main Oui. qui se lève. Alors, Camille. Bonjour, rebonjour. J'aurais une autre question à vous poser. Comment vous différenciez ce projet d'accompagnement dans le cadre de répit parental des autres projets d'accompagnement qu'on peut proposer au sein d'une même structure? Par exemple, nous, on accompagne des familles dans l'organisation d'un séjour individuel et on a une autre proposition de camping, en fait, où les familles, sur 4 semaines, se partagent un mobil-home les unes après les autres. Donc voilà, ça nous fait déjà 2 projets au niveau de notre structure et on aimerait bien porter un projet de répit parental puisque nous, on organise des soirées de répit parental qui fonctionnent très bien et les parents sont demandeurs justement de temps pour eux, mais sur plusieurs nuitées. Donc voilà, je me pose la question de comment organiser différents... Parce que nous, on travaille vraiment tous ces projets-là au niveau collectif. Donc voilà, je voulais savoir si vous aviez des retours à ce niveau-là, si vous travaillez tous ces projets dans un même temps, rassemblant toutes les personnes, ou si c'est bien différencié, voilà. Alors nous, effectivement, on a travaillé d'abord un projet de vacances en famille, ensuite une action collective sur la confiance en soi et l'estime de soi, et on a ajouté des temps de rencontre avec les participantes pour travailler vraiment le projet de répit parental en tant que tel. Donc on ne l'a pas inclus dans notre action sur la confiance en soi et l'estime de soi, même si le projet de répit faisait partie de cette action. C'était un temps bien spécifique qui était dédié au travail sur le projet de répit parental. D'accord. Moi, la différence, je dirais, c'est plus par rapport aux indicateurs. Les personnes qui ont participé au projet répit parental, c'est celles qui avaient besoin, c'est celles qu'on a identifiées qui étaient en souffrance ou en comment on dit, elles étaient sur la ligne, en prévention, voilà. Ou alors en prévention, soit elles étaient en plein dedans, soit elles étaient en prévention. Et celles qui rentraient pas dans les clous, entre guillemets, ben, elles étaient plutôt sur des séjours ordinaires, parce qu'on fait aussi des départs en famille. Mais oui, la différence, c'est plus le public. Et du coup, quand il y a le projet répit parental, il y avait les ateliers dont je vous ai parlé juste avant, où elle travaille sur elle-même. Ce qu'on conseille, et vous retrouverez ces informations dans le guide, de ce qui est ressorti des études qu'on a pu mener, c'est d'avoir déjà co-construit avec ces publics au moins une fois un projet famille. Un projet famille, personnes isolées, enfin d'avoir déjà une première fois co-construit avec des familles un projet plus classique, on va dire, pour pouvoir ensuite avoir déjà des bases au niveau de l'accompagnement au projet vacances. Pour ensuite pouvoir travailler les spécificités qui sont liées au répit parental et dont on vient de parler, qui concernent la garde des enfants, mais plus particulièrement déculpabiliser par rapport à la question de laisser ses enfants, lâcher prise, travailler sur toute cette sphère-là. Ça, qui demande voilà, déjà d'avoir quelques bases sur l'accompagnement au projet vacances. Je ne sais pas si ça... Je n'ai pas tout à fait bien saisi votre question. Je ne sais pas si on y a répondu, du coup. Oui. Mais je pense que ce sera pas pour cette année, notre projet de répit parental, peut-être l'année prochaine. Qu'est-ce qui vous fait penser ça, du coup?
pas parce que ça nous fait déjà 2 projets à mener où on a déjà pas mal de demandes. Je pense que ce sera un projet à mener en plus, donc des temps supplémentaires en fait d'accompagnement. Ah oui, ça je pense qu'effectivement on peut pas et vous partagez. Ouais. On ne peut pas. La question du temps va être un élément récurrent quand même. Et c'est vrai que la notion d'investissement des familles est importante, mais il ne faut pas oublier que c'est aussi vous, référentes et référents, qui devez aussi vous investir. Et donc, il faut trouver le cadre pour pouvoir le faire. Donc, des fois, ça nécessite de discuter un tout petit peu sur l'organisation interne pour que ça puisse se transformer. Par contre, je vous invite à ne pas faire ouvrir quoi que ce soit que vous ne pourriez tenir sur le sujet du répit. Complètement. On est bien d'accord, oui. On a bien en tête cette, on a bien en tête cette idée, hein, effectivement, cette problématique par rapport à la notion de temps. Et c'est pour ça que de notre côté, à Vacances Ouvertes, on essaye de développer des outils et qui ont un des objectifs de ces outils, c'est d'essayer justement de vous faire gagner du temps. Donc, si vous avez des besoins spécifiques, n'hésitez pas à nous les faire remonter. Et nous, peut-être qu'on pourra construire des outils qui vont vous aider dans ce sens. Y a-t-il d'autres questions? On est à la fin du webinaire. C'est bon? Alors, merci beaucoup à vous trois d'être venus aujourd'hui et avoir présenté votre expérience et pour tout le travail que vous avez mené au sein du groupe des travails de répit parental. Pour toutes les personnes qui sont là de l'autre côté, n'hésitez pas à aller regarder sur notre site l'appel à projet, tous les outils qui seront publiés très très prochainement sur le site également et à contacter la personne, la référente sur votre territoire pour pouvoir poser vos questions et être accompagné dans la démarche générale pour la mise en place de votre projet. Et si ça vous a donné envie et que vous avez envie d'intégrer les groupes de travail, n'hésitez pas à nous écrire un petit mail pour manifester et pour pouvoir continuer à travailler avec nous. Donc merci beaucoup à tout le monde.